Shalom, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah, Oui, Alléluia, Rafa. impeccable. Alléluia. Belle réception. Le problème, c'est que tu n'as pas le texte. Si, je me suis envoyé le texte par mail et donc je vais pouvoir le retrouver. Ok, je suis vraiment désolé. J'espère que ce contretemps, ça doit être dû comme dit, à une afsakat hashmal, une interruption d'électricité qu'on a eue. Et je m'excuse beaucoup, mais c'est totalement indépendant de ma volonté. Je voulais encore une fois souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux qui se sont joints à nous. Tout d'abord à mon oncle Moshe, et ensuite qui lui contrairement à moi, lui, il a étudié avec Livinas, il a étudié avec Shushan, il connaît tous ces gens-là de très près. À Caroline, à Michel, à Marguerite. Je dois dire à Marguerite que je suis très ému de te revoir. D'abord parce qu'on s'est connus longtemps et que ça me rappelle ton frère Marcel qui était un ami d'enfance. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à te revoir. Et également à Ève, que j'ai également connue il y a très longtemps et que j'ai également du plaisir à revoir. Alors, Bruchim Abayim à tout le monde. On va commencer tout de suite. Ce deuxième cycle d'études lévinassiennes, on a dit qu'on le commençait un petit peu plus tôt que l'année dernière pour justement pouvoir voir un texte de Lévinas sur Yom Kippour, sur le problème du pardon. Et je voudrais dire quelques mots en avant-propos. Les colloques des intellectuels juifs de langue française ont commencé en 1957 à l'initiative, comme on l'avait vu, d'Edmond Flegg. Edmond Flegg avait eu l'idée de rassembler une trentaine d'intellectuels pour essayer de réfléchir à la problématique qui était qu'une grande partie de la jeunesse, une bonne partie de la jeunesse de l'époque, de la jeunesse juive de l'époque, avait plus ou moins déserté les milieux juifs en général, et plus particulièrement les synagogues, les centres communautaires. Et ils étaient plutôt attirés par les intellectuels de l'époque qui étaient, je dirais, à leur paroxysme à ce moment-là. Je parle évidemment de gens comme Jean-Paul Sartre, sa compagne, Simone de Beauvoir, je parle de Albert Camus, je parle de Jacques Lacan, je parle de Michel Foucault, je parle du jeune à l'époque Derrida. Tous ces gens-là étaient des gens qui attiraient toute la jeunesse, y compris la jeunesse juive, qui était beaucoup plus attirée par ces gens-là que par les rabbins rescapés à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et qui parlaient, pour ne pas dire autre chose, qui sermonnaient dans les synagogues. Et donc, à l'initiative d'Edmond Flegg, il y a eu ce rassemblement d'une trentaine d'intellectuels. Et comme j'ai souligné l'année dernière, pour ceux qui étaient là, au cours de ce premier rassemblement, il n'y avait pas un seul rabbin. Ça me paraît un point important. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, passez-moi l'expression, de juifs professionnels. C'était tous des gens qui étaient actifs dans la vie civile, mais qui étaient également des juifs engagés. Et il y avait des gens comme André Neher, il y avait des gens comme Emmanuel Levinas, il y avait des gens comme Vladimir Jankelevitch, il y avait des gens comme Edmond Flegg lui-même et une trentaine de gens comme ça qui étaient là, qui se sont rassemblés pour réfléchir.
comme dit, au lieu de 30, ils se sont retrouvés à plus de 300. Et ces 300-là, c'était essentiellement des jeunes. Et la surprise qui a été causée par cette participation ou cette venue massive de jeunes juifs, d'étudiants, a bien montré à Flegg et aux autres participants combien il y avait une soif d'entendre une parole juive, mais une parole un petit peu différente. Et suite à cette première rencontre, ils ont décidé de réfléchir, quelque chose qui est toujours bien à faire et que malheureusement on ne fait pas toujours, c'est-à-dire ils ont décidé de ne pas réitérer l'année d'après. Il y a eu une nomination de ce qu'ils ont appelé un comité préparatoire, et ce comité préparatoire a planché. Il se réunissait, si j'ai bien compris, toutes les 6 semaines, et ils avaient des réunions pour essayer de réfléchir comment faire. D'abord, il y avait des problèmes logistiques, ensuite, il y avait des problèmes financiers, ensuite, il y avait des problèmes de caractère. Qu'est-ce qu'on voulait donner comme caractère à cela? Et donc, ils ont décidé tout d'abord d'appeler cette rencontre un colloque des intellectuels juifs de langue française. Ils ont décidé la deuxième année, c'est-à-dire 2 ans après, en 59, de faire un deuxième colloque. À ce deuxième colloque, Lévinas est intervenu, mais il n'est pas intervenu sur un thème talmudique. Il est intervenu pour parler du 30e anniversaire de la disparition de Franz Rosenzweig. Rosenzweig est décédé en 29, et donc en 59, 30 ans après, Lévinas a fait une allocution, il a fait un papier qui est d'ailleurs resté très très important sur Rosenzweig, et c'est à partir de 1960 que le caractère définitif de ces colloques va apparaître. Et il va rester le même jusqu'à la fin, jusqu'au dernier colloque auquel j'ai eu l'honneur de participer en 2007. C'était vraiment le tout dernier. Pour ne rien vous cacher, ce colloque était un petit peu plutôt décousu. Il y avait beaucoup de problèmes, des problèmes personnels, et je ne rentre pas du tout là-dedans. Mais grosso modo, on peut dire que les colloques ont existé pendant 50 ans, de 1957 à 2007. Et à partir de 1960, ils ont décidé que chaque colloque aurait un thème, et ils ont décidé une autre décision, qu'à la fin de chaque colloque, il y aurait 2 lectures. Une lecture biblique, c'est-à-dire la lecture d'un texte biblique qui soit en rapport avec le thème choisi pour le colloque en question, et une lecture talmudique. Également un texte talmudique qui soit en rapport avec cela. La lecture biblique a été donnée à André Neher. C'est lui qui a fait les lectures bibliques jusqu'à sa aliyah en Israël, au début des années 70. Et la lecture talmudique a été donnée à Lévinas. Lévinas, à l'époque, était je dirais, en anglais, j'aurais dit was in high pour le Talmud, parce que c'est quelque chose qu'il avait découvert quelques années auparavant grâce à Shoushani. Shoushani l'a rencontré en 47, il a étudié avec lui de 47 à 52. Shoushani est parti en Israël de 52 à 55. En 55, il a quitté Israël et il est revenu à Paris pour 1 an. Et en 56, il est reparti d'Europe et pour l'Amérique du Sud. Et il est resté en Amérique du Sud jusqu'à son décès en 1968. On a parlé de ça l'année dernière, je ne reprends pas ça maintenant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le caractère des thèmes qui a été déterminé. Ce caractère devait être
double. C'était soit un thème juif classique, comme par exemple les premiers colloques. Les premiers colloques étaient sur le thème de l'époque messianique. On avait vu un texte là-dessus l'année dernière. J'avais expliqué que le thème du Messie et de l'époque messianique avait été choisi parce qu'on était 15 ans après la Shoah et 12 ans après la création de l'État d'Israël. Et donc, cette juxtaposition d'événements aussi contradictoires, aussi antithétiques, a amené les organisateurs de ces colloques à se pencher, à réfléchir sur la question du Messie. Il ne s'agissait évidemment pas de dire on est à une époque messianique. Ça, vous retrouverez dans d'autres milieux. Ce n'était pas du tout ce qui caractérisait. Mais il s'agissait de réfléchir à ce que pouvait signifier l'époque messianique pour ces gens-là après ce qu'ils avaient vécu. Et ce colloque-là, c'est-à-dire ce thème-là est unique dans les annales des colloques dans la mesure où il a duré pendant 2 ans. C'est-à-dire, il va durer de 60, 61. En 62, il n'y a pas de colloque. Pourquoi n'y a-t-il pas de colloque? Parce que c'est l'année où les Juifs d'Algérie arrivent en France. Et toute la communauté va s'investir pour essayer d'accueillir au mieux les Juifs qui arrivent d'Afrique du Nord et plus particulièrement d'Algérie. En 63, il va y avoir un colloque. Et ce colloque-là est le colloque qui s'intitule « Le pardon ». Et je voudrais dire quelque chose sur le choix de ce thème. Comme j'ai dit précédemment, Lévinas était membre du comité préparatoire des colloques. Et non seulement il était membre, mais c'était un membre, c'était quelqu'un de central dans ce comité. Et il faut savoir que Lévinas avait été l'étudiant, comme jeune étudiant, avait été l'étudiant d'un des plus grands philosophes du XXe siècle, je cite Martin Heidegger. Martin Heidegger est l'élève d'un autre philosophe chez lequel Lévinas a également étudié, Edmond Husserl, et il étudie avec ces deux philosophes. Lévinas dira même: je suis venu trouver Husserl, je suis venu chercher Husserl et j'ai trouvé Heidegger. Dans un premier temps, Lévinas est absolument subjugué par Heidegger et surtout par sa pensée. Lévinas dira, et il ne se rétractera pas de cela, il dira la lecture du livre de Heidegger, qui a été publié 1 an avant que Lévinas arrive à Freiburg pour étudier avec lui. Ce livre s'appelle en allemand Sein und Zeit, en français Être et Temps. Eh bien, ce livre-là, dira Lévinas, est un livre dans lequel chaque page était une nouveauté. Je ne sais pas combien de livres vous avez lus, desquels vous pouvez dire qu'à chaque page, vous trouvez véritablement quelque chose de nouveau. J'en ai pas lu beaucoup. Pour ne rien vous cacher, j'en ai pas lu du tout. Quand on tombe sur un livre dans lequel il y a 3, 4, 5 grandes idées, c'est énorme. Mais de dire qu'à chaque page, on trouve quelque chose de nouveau, ça relève quasiment de l'impossible, en tout cas d'un exploit. Et par conséquent, l'attrait
que Lévinas a eu par rapport à Heidegger est considérable dans un premier temps. Mais comme on l'avait vu l'année dernière, quand Lévinas va rentrer en France, et il restera à Freiburg en tout moins de 3 semestres, c'est-à-dire qu'au début des années 30, il rentre en France, plus à Strasbourg, mais cette fois-ci à Paris. Il va écrire son doctorat du 3e cycle, pas encore le doctorat d'État, il sera publié plusieurs décennies plus tard, au début des années 60, sous le titre de Totalité infinie, mais il va publier son doctorat de 3e cycle qui s'appelle La théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. Et il va publier un 2e livre qui s'appelle En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. Donc jusqu'au début, jusqu'en 30, 31, 32, jusque dans ces années-là, Lévinas se sent très influencé, en tout cas très reconnaissant par rapport à Heidegger. Et pourtant, il va y avoir petit à petit un phénomène de déconnexion. Lévinas va se déconnecter de Heidegger. Plusieurs auteurs suggèrent que cette déconnexion est à voir avec le fait qu'après l'accès au pouvoir des national-socialistes, c'est-à-dire des nazis, Heidegger, en 1934, va être nommé recteur de l'université de Freiburg. Et dans son discours du rectorat, que j'ai en haut, mais je ne l'ai pas amené ici parce que je n'avais pas amené toute ma bibliothèque, mais que j'ai préparé, que si vous voulez, je vous montrerai la prochaine fois. Dans ce texte-là, Heidegger prête serment aux valeurs, si on peut appeler ça des valeurs, du mouvement national-socialiste. Et donc, il s'engage comme nazi. Et il ne va pas se désengager de cela, formellement, se rétracter de ça, jusqu'à sa mort en 1976. Il va se déconnecter du parti, ça oui, mais il ne se rétractera pas spirituellement, il ne se rétractera pas du point de vue des valeurs, de son attachement au national-socialisme. Et nous savons aujourd'hui, parce que petit à petit sont publiés les cahiers intimes de Heidegger, qui s'appellent en allemand Die Schwarze Heften, c'est-à-dire les cahiers noirs. Et dans ces cahiers, on voit l'attachement profond de Heidegger au nazisme. Et pourtant, il me semble, vous pouvez entendre, comme j'ai dit, d'autres voix, mais je tiens à affirmer ma perspective de manière claire. Et pourtant, il me semble que la déconnexion, c'est-à-dire l'éloignement de Lévinas par rapport à Heidegger, n'est pas due au fait que celui-ci est devenu nazi, mais plutôt à une analyse philosophique profonde de ce que la philosophie de Heidegger, vers quoi elle doit amener. Il y a une polémique d'érudits qui dure jusqu'aujourd'hui, et aujourd'hui mamache, c'est-à-dire littéralement jusqu'aujourd'hui. Il y a une polémique pour savoir est-ce que la politique de Heidegger a à voir avec la philosophie de Heidegger. Ouais. Et Hannah Arendt non plus, ne s'est jamais... Hannah Arendt qui a été son élève aussi. Son élève et sa maîtresse, il faut dire la vérité.
sa maîtresse. C'est vrai, c'est vrai. J'ai dans ma bibliothèque en haut, j'ai 3 rayons sur cette polémique. Et il y a un livre qui s'appelle Heidegger's Children et qui parle des plus importants élèves de Heidegger qui étaient tous, je dis bien tous, juifs. Tous juifs. Et ces élèves-là, Heidegger a eu un rapport très complexe avec eux. Le livre est de Richard Walling, pour certains, si certains de vous s'intéressent à ça. Heidegger a eu un rapport très complexe avec tous ses élèves et eux avec lui. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Dina, tu as tout à fait raison. Absolument. Et par rapport à Hannah Arendt, c'était particulièrement compliqué. Quoi qu'il en soit, après la guerre, il y a eu, de la part des forces françaises en Allemagne, vous savez que l'Allemagne a été répartie en 2 parties, une partie, l'Est, a été donnée à l'Union soviétique et l'Ouest était ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Ouest, était un pays autonome, mais sous contrôle militaire de 3 pays, les États-Unis, l'Angleterre et la France. C'était les fameux accords de Yalta que les plus anciens parmi nous, dont ils se rappellent certainement. Et les forces françaises ont déterminé que Heidegger a été nazi et donc ils l'ont déchu de son poste académique. Et Heidegger n'a plus pu enseigner à l'université de Freiburg. Non seulement il n'était plus recteur, non seulement il n'était plus chef du département de philosophie, mais il n'était pas habilité à enseigner ni à être à l'université. Et donc Heidegger va quitter Freiburg et va s'isoler dans une petite hutte dans les montagnes de la forêt, dans les montagnes de la forêt noire, dans une petite hutte à un endroit qui s'appelle Tottenauberg, et il va rester là-bas quelques années. Ceci se passe en 1946. Dès lors que Heidegger est déchu de ses fonctions, il va y avoir un mouvement de toutes sortes de gens, particulièrement des philosophes français, qui vont essayer de le réhabiliter, en tout cas d'amoindrir sa responsabilité par rapport aux événements auxquels il a adhéré. Et en 1949, c'est-à-dire à peine 3 ans plus tard, Heidegger va être, on va déterminer que son degré de participation au mouvement nazi est le 4e sur 5, et donc il va être réhabilité à reprendre les cours. Et il va reprendre les cours. Il va enseigner de 1951 à 1958, jusqu'à qu'il prenne sa retraite. Et même au-delà de cela, il va être invité ponctuellement de 1958 à 1967. Alors,
vous comprenez que cette réhabilitation de Heidegger va être un sujet de polémique terrible dans le monde intellectuel mondial, beaucoup plus en France que partout ailleurs. Pourquoi? Parce que ce sont des Français, des philosophes français. Je citerai un seul nom, Jean Beaufret, mais il y en a plusieurs qui ont œuvré pour cette réhabilitation qui a permis à Heidegger d'abord de retrouver son honneur et ensuite également de pouvoir réintégrer le milieu académique et l'enseignement académique. Et cela a donné suite à comme j'ai dit, à une polémique terrible. Je voudrais citer deux perspectives. La première perspective est la perspective de Jacques Derrida. Jacques Derrida, qui est à l'époque un jeune philosophe, mais duquel on commence à entendre parler, Jacques Derrida va être celui qui va prôner l'idée selon laquelle il doit y avoir une séparation entre l'homme et la philosophie, entre la politique et la philosophie. Et donc, Derrida va se dire critique de l'homme Heidegger, critique des positions politiques qui ont été celles de Heidegger, mais va dire que la pensée de Heidegger est une des pensées les plus importantes et qu'il faut travailler. À l'opposé de cela, on trouve un autre penseur, c'est évidemment également un juif, Vladimir Jankélévitch. Et Jankélévitch va dire cette séparation est intolérable. On ne peut pas déconnecter l'un de l'autre. Et il parlera des galimatias de M. Heidegger. Pour ceux qui connaissent bien le français, ça veut dire en bon français des bêtises. Je garde un langage propre, mais vous comprenez de quoi je parle. Galimatias, c'est la formule élevée pour parler de... Ça commence par C. Pardon? Je dis, ça commence par C, le mot que tu veux pas dire. Ça commence par C, c'est bien ça. C'est bien ça. Et Jankélévitch ne voudrait rien entendre, rien du tout, de Heidegger. Et au milieu, il y avait Lévinas. Et Lévinas est très critique par rapport à Heidegger, mais il lui semble que la critique doit être essentiellement une critique philosophique. Il lui semble que le danger de Heidegger ne réside pas dans les options politiques qu'il a prises, dans le fait qu'il a adhéré au mouvement nazi. Il lui semble que sa philosophie en elle-même, même si l'histoire avait connu des tournants totalement différents, cette philosophie-là est très problématique. Mais il n'empêche qu'il y a toujours ce problème qui pèse, qui est une ombre, le problème d'un philosophe que tout le monde étudie, que tout le monde lit, que tout le monde respecte à l'époque en tant que tel, et qui a pu être nazi. Est-ce qu'il peut y avoir réhabilitation? Comme dit, le monde civil français a déchu Heidegger en 1946, mais il l'a réhabilité en 1949. Quelle est la position des intellectuels juifs de langue française à propos de cette question? C'est là-dessus, c'est ça,
si vous voulez, l'arrière-plan de cette étude, de cette lecture talmudique que Lévinas va faire. Ceux de vous qui aurez à la maison, parce que c'est très difficile à avoir, aujourd'hui c'est seulement... ceux de vous qui aurez à la maison les actes des colloques, lire le colloque sur le pardon, il y a là-bas plusieurs conférences qui sont, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais qui sont extraordinaires parce qu'on sent bien que c'est de ça qu'il s'agit. Et comme j'ai dit, à partir de 1960, il a été déterminé que Lévinas est Néer, mais je ne parlerai pas de Néer dans nos rencontres aujourd'hui, et les fois prochaines, ce n'est pas mon propos dans ce cadre-là, mais que Lévinas devra faire une lecture talmudique. Et c'est cette lecture talmudique-là que je voudrais voir avec vous. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Et je profite de cette petite interruption pour souhaiter la bienvenue à Ariel Sirat, qui s'est joint à nous un petit peu après que j'ai souhaité la bienvenue aux autres. Alors, Bruchim Abaïm, et ça nous fait très plaisir de vous avoir parmi nous. Toda rabba. Shalom lekulam. Bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que cette problématique, Shmuel, est-ce que cette problématique de réhabilitation, pardon, par rapport à Heidegger n'est pas, disons, un côté intellectuel d'un problème plus profond de pardon ou pas pardon pour une point politique des Français pendant la guerre? Certainement. Je ne sais pas qu'est-ce qui était le plus profond, mais je pense que c'est certainement lié à ça. C'est certainement lié. On verra à la fin du texte. Ça nous prendra, selon notre bonne coutume, ça nous prendra quelques semaines pour travailler ce texte. Pardon, mais on verra que Lévinas le dira explicitement. Il dira le problème qui est à la base de notre colloque, c'est le problème du pardon par rapport à l'impardonnable. Shmuel, ferme tout le monde. Je vais fermer tout le monde. Il y a du bruit. Voilà, tout le monde est fermé. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, alors... Moi, je veux poser une question. Qui c'est? C'est Moshe. Moshe, vas-y. Est-ce que le docteur Henri Nerson a eu des rapports avec Lévinas, comme on le sait, et est-ce qu'il a pris lui position par rapport à Heidegger? Non, évidemment, Henri Nerson était l'ami le plus proche de Lévinas. C'est resté son ami le plus proche jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de Nerson. Il est mort avant Lévinas. Ils sont restés les amis les plus fidèles. Mais Nerson avait un grand principe qui était de ne jamais s'ingérer dans des questions philosophiques. C'était quelqu'un qui étudiait la philosophie dans le cadre de son amitié avec Lévinas, et il ne prenait jamais des positions par rapport à ça. On continue d'avoir un problème là. Voilà, je crois que c'est... Jocelyn, je crois que c'est chez toi qu'il y a un problème. En tout cas, j'ai fait mute. Oui. Est-ce que... Moshe, ça va? J'ai répondu. Tu as... Oui, tu as bien répondu. C'est clair, c'est très clair. Il n'y a pas de doute à ce sujet. C'est très clair. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est toujours Oui, et moi je voudrais poser une question. En fait, Vas-y, Gilles. le débat, c'est à peu près dire faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Est-ce que c'est encore un exemple chez d'autres de philosophes? Ça me semble tellement absurde pour un philosophe de dire qu'on peut séparer son action, c'est même pas de la politique, son action de sa philosophie. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, évidemment qu'il y a d'autres exemples. Euh, Actuellement en Israël, il y a aussi un dilemme un peu comme ça. Avec oui, un professeur qui doit recevoir un prix, mais qui a pris des positions anti-BDS. Je ne sais pas. Oui, mais c'est un professeur de maths, c'est pas un professeur de philosophie. pas seulement, Gilles, pas seulement. Non, il y a toutes sortes de gens. Rappelle-toi l'opposition. L'opposition qu'il Leibovitch. y a eu en Israël a donné le prix d'Israël à Yeshayahu Leibovitch. Ouais, Et ouais. si quelqu'un le méritait, je parle du point de vue purement académique, c'est certainement lui avant quasiment tous les autres. Et pourtant, ça a élevé énormément. Ce problème-là existe, il est récurrent. Je crois que j'avais déjà dit l'année dernière, mais je le répète maintenant. Un instant. Il y avait un colloque à Harvard il y a quelques années qui s'appelait Tainted Greatness, c'est-à-dire une grandeur tachée. Et là-dedans, dans ce colloque, il y a eu, la question a été posée exactement selon tes termes, c'est-à-dire pour des philosophes, mais pour des intellectuels en général, des philosophes, des artistes, toutes sortes d'intellectuels qui étaient des antisémites notoires. Et pourtant, que nous étudions tous, je pense que nous tous ici, je ne sais pas, enfin, j'imagine qu'on écoute tous de temps en temps la musique de Chopin. Chopin était un antisémite notoire. Moi, personnellement, je me refuse à écouter la musique de Wagner. Parce que Wagner, je crois que c'est trop. OK? C'est comme ça. Je refuse d'écouter quelques morceaux de musique qui soient sous la direction de Karajan. Parce que je pense que Karajan, c'est trop. Mais je suis pas d'accord avec toi. Et quelqu'un pourrait m'objecter que c'est la même chose pour Chopin. Est-ce qu'on n'a pas lu Le Voyage au bout de la nuit de Céline? Céline était un antisémite comme peu. Etc. Il y a des exemples sans fin. Gilles et ensuite Mathieu. On ne peut pas comparer des artistes, quoi, je suis d'accord, avec qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, ça nous donne des règles de morale, comment vivre. C'est comme ça que je comprends c'est comme ça que je comprends. C'est pas une science exacte, c'est pas un art, c'est quelque chose, c'est les philosophes qui nous font la morale. À partir du moment où ils nous expliquent une certaine morale et leur conduite est contre cette morale, il y a des problèmes. C'est pour ça que je dis, Leibovitch, il n'y avait pas rien de contradicteur entre ce qu'il écrivait et ce qu'il prenait et même ce qu'il disait. Ça ne plaisait pas à tout le monde, il n'y avait pas de contradiction. Tandis que le peu que je comprenne de Heidegger et de son existentialisme, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a quand même une très grande contradiction entre être nazi et soutenir les nazis et ce qu'il écrivait dans ses règles de philosophie. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ça avec la littérature, ni avec un peintre, ni avec un musicien. Non, je dois corriger ton impression. Je dois corriger ton impression parce que s'il y a quelque chose qui caractérise la philosophie en général et la philosophie de Heidegger en particulier, c'est précisément que pour lui, il n'y a pas de question de morale. La morale n'existe pas. Comme j'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de le dire au cours de l'année dernière, je reprends ça maintenant, on le reverra, je suppose, plusieurs fois au cours de l'année, Bezrat Hashem. La philosophie s'occupe de 3 domaines. Le premier domaine est le problème de l'ontologie. Que veut dire être? Que veut dire être? De quoi on peut dire que quelque chose est?
Est-ce que l'être dans son éphémérité peut être appelé un être? Je te rappelle, Gilles, qu'en hébreu, tu ne peux pas dire « je suis ». Ça n'existe Je peux pas. intervenir? Juste un instant, Jocelyn, un instant. Oui. En hébreu, tu ne peux pas dire je suis. Tu dis ami. Comme je dis toujours en rigolant, les seuls qui ont traduit ça bien, c'est les Gachashim. Le Gachash Achiver, ils ont dit Gamani Yashnini. Mais on comprend bien que ça n'existe pas. On ne peut pas le dire. OK? Sauf le seul dont on dit qu'il est, c'est celui qui haya, hove, veyiye. Or, la seule chose qu'on peut dire à propos de nous, c'est que nous ne serons pas. J'espère que vous ne prenez pas les mauvaises nouvelles trop durement, mais on est déjà arrivé à l'âge où on a déjà réalisé ça, n'est-ce pas? C'est qu'on est là pour un laps de temps et puis qu'à un certain moment, ça va terminer. C'est comme la blague qui suggère qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un qui fête ses 120 ans. Have a nice day. OK? C'est fini. On arrive au terme. Il y a un moment où ça se termine. Or, que veut dire? Qui c'est qui va se rappeler de nous? Qui c'est qui peut me dire quelque chose sur son arrière-grand-père? Pas un mot. On n'a aucune idée ni qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, où il vivait, rien. Nous ne savons rien. Alors, que veut dire l'être? Ça, c'est la première question de la philosophie. Et c'est la question que Heidegger va remettre sur le tapis en disant que la philosophie a royalement ignoré cette problématique. La deuxième question est la question épistémologique, c'est-à-dire que puis-je savoir par rapport à ce qui est? Et il y a un décalage, pour ne pas dire un fossé, pour ne pas dire une abîme, entre ce qui est et ce que je peux savoir de l'être. N'est-ce pas? Prenons-nous nous-mêmes. Nous avons la conscience d'être. Est-ce que nous nous connaissons à fond? Est-ce que nous connaissons nos parents, nos frères, nos enfants? Est-ce que nous connaissons nos amis? Superficiellement, certes, mais profondément. Est-ce que nous pouvons dire que nous les connaissons vraiment? C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre ce qui est et ce que nous pouvons décrire de cet étang. Deuxième problème de la philosophie. Troisième problème de la philosophie, qu'est-ce qui découle de ma connaissance de l'être? Qu'est-ce qui découle pratiquement? Et c'est ça qu'on appelle l'éthique. L'éthique, ce n'est pas la morale, il faut être mignon avec votre voisine du palier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est la morale pour classe terminale. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La grande problématique est de savoir qu'est-ce que ça veut dire réellement. Qu'est-ce que ça veut dire réellement de savoir quelque chose, pratiquement? Et c'est pour ça que je dis toujours que la philosophie, contrairement à la mauvaise presse qu'elle a, la philosophie est quelque chose qui aspire à une traduction pratique, exactement comme le Talmud. Les maîtres du Talmud disent « Gadol Talmud amevi l'idée maaseh », c'est grand est le Talmud parce qu'il amène à l'acte. Eh bien, pour cette école-là de la philosophie, pour cette perspective-là, c'est également le centre de la philosophie. Je peux intervenir? Encore une phrase. Par contre, pour Heidegger, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour Heidegger, le seul problème est le problème de l'être. Et il n'y a pas de problème de morale. Vas-y, Jocelyn, parce que... Oui, parce que je suis au Festival du film, il y a
Mais je voudrais citer le livre du professeur Evelyne Méron-Nerson, qui cite Lévinas disant la chose suivante: le philosophe est comme un poteau indicateur. Il dit où il faut aller, mais il n'y va pas. Donc ça répond à un certain nombre de questions qui ont été posées précédemment. C'est-à-dire que c'est un intellectuel, mais dans la pratique, les choses sont plus difficiles. Il faut d'abord, merci pour cette référence. Evelyne Nerson, Méron aujourd'hui, avec laquelle j'ai le bonheur d'étudier une fois par semaine, a effectivement très bien connu Lévinas. Et il est possible que Lévinas ait effectivement dit ça, je ne me rappelle pas du tout de cette citation, mais enfin, il est très, très possible que Lévinas ait dit ça. Mais il faut entendre qu'est-ce que ça veut dire pour Lévinas. C'est-à-dire que pour Lévinas… Elle ne l'aurait pas cité s'il ne l'avait pas dit. Pardon ? Elle ne l'aurait pas cité s'il ne l'avait pas dit. Non, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il l'a dit comme critique par rapport à la philosophie? Est-ce qu'il l'a dit comme description de la philosophie? Je ne sais pas. Par contre, Jocelyn, je verrai Evelyne, si Dieu veut, dimanche, et je lui poserai la question et j'essaierai d'en reparler mardi prochain. Mathieu, tu voulais dire quelque chose? Juste que cette problématique, elle existe, c'est un problème aussi existe dans la halakha. Est-ce que Michou chez Sarah, est-ce qu'on a le droit de continuer à étudier son enseignement? Et on a même vu ça chez des rabbins, il n'y a pas tellement longtemps, la question se posait. Tu vois ça tous les jours. Tu vois ça tous les jours. Ici également, absolument. Absolument. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des rabbins qui suggèrent des choses qui peuvent être totalement abominables? Évidemment. Oui, mais en ce qui concerne le nazisme, c'est quand même autre chose. Et imaginez le pardon. Je crois que ça ne fait pas partie des choses qui ont été soulevées par les remarques que nous avons entendues maintenant. Oui, alors là, il faut préciser. Il faut préciser parce que la question du pardon est une question qu'on va voir dans le texte qui a plusieurs éléments. D'abord, il y a l'offenseur, il y a l'offensé. Et il faut essayer de voir si il peut y avoir pardon dans la mesure où l'offenseur n'a jamais demandé pardon. Or, disons que pour le régime national-socialiste, je ne parle pas de l'Allemagne en tant que pays, mais le régime national-socialiste et la quasi-totalité, je ne suis pas historien, donc c'est quelque chose que tu peux demander, Michel, à ton père qui connaît beaucoup mieux l'histoire, cette partie de l'histoire que moi. Yossi, ferme ton micro. Voilà, ça. Jocelyn, voilà, essaie de fermer parce qu'il y a beaucoup de bruit de fond. À mon avis, je ne connais pas, en tout cas Heidegger n'a jamais demandé pardon, il ne s'est même jamais rétracté. Et ça va être un des problèmes. Ça va être un des problèmes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Lévinas va traiter de cela. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je suggère, ça va me prendre une minute parce qu'il faudra que je le download maintenant, qu'on essaie de voir d'abord le texte. Jocelyn. Oui. Est-ce que tu peux mettre mute, s'il te plaît? Parce qu'il y a un bruit de fond terrible. Merci. OK. Un instant.
Ok. Alors. Shmuel, Oui. est-ce que ce qu'a fait Rabbi Meir à l'encontre de tous ses collègues par rapport avec, en apprenant d'Elisha Ben Abouya, est-ce que c'est à comparer? Oui. Oui. Dans la mesure où Rabbi Meir a dit Toho Achal ou Klipato Zarak. J'explique pour les autres. Rabbi Meir était l'élève. Rabbi Meir, il s'agit évidemment de Rabbi Meir Balanes. Et Rabbi Meir est l'élève d'une personne qui s'appelle Elisha Ben Avouya. Et Elisha Ben Avouya va devenir un apostat. Et Rabbi Meir ne se déconnectera pas de lui pour autant. Et il dira, lorsque il sera interpellé par ses amis, il dira j'ai consommé le fruit et j'ai jeté l'écorce. Alors, est-ce qu'on peut consommer le fruit heideggerien et en jeter l'écorce? C'est une manière de poser cette problématique. Ce n'est pas la manière qui va être celle de Lévinas. OK? Ce qui me gêne, Oui, c'est le côté, peut-être c'est sentimental, je ne sais pas, c'est le côté Heidegger, le côté nazi. Ah oui. C'est-à-dire que tout Elisha Ben Abouya qu'il a été, évidemment, bon, évidemment. Il a été un apostat, mais ça n'a pas la dimension d'un nazi. Absolument, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, absolument. OK, je vais essayer maintenant parce que là j'ai un problème aujourd'hui parce que où est-ce que ça va être ça? Voilà. Alors, un instant. Alors, je reprends maintenant. Où est-ce que nous sommes? Vous m'entendez? Aïe, aïe, aïe. On t'entend très bien, Shmuel. Ah, vous m'entendez? Ouais. Moi, je ne vous vois plus. Il faut que je sache où vous êtes. Un instant. Voilà. Je vous ai retrouvé. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de faire share screen. Un instant. Maintenant, il faudrait que j'arrive à retrouver cela. Alors, un instant. Non. Je suis vraiment désolé. Mais un instant, il faudra que j'essaye de... Oui, tu peux lire le texte, on t'écoutera. Un instant, non. Ça va me prendre 2 minutes et ça va me prendre 2 minutes, mais je vais y arriver.
Ok. Est-ce que maintenant je l'ai? Oui, je l'ai. C'est bon. Voilà. Jocelyn, ferme. Jocelyn, ferme. Jocelyn, ferme. Jocelyn, est-ce que tu peux fermer? Écoute les Hadashot. Merci. J'ai fermé Jocelyn. Ok, vous voyez? Rien. Ouais. Oui. Voilà, je voulais amener d'abord le texte de la Gemara également, mais c'est trop compliqué, alors voilà. Est-ce que vous voyez bien le texte? Parfait, merci. Parfait, ok. Je vais dire quelque chose sur le traité de Yoma. Le traité de Yoma est le traité qui parle de Yoma en araméen veut dire le jour, Yom, et il s'agit du jour le plus important de l'année, c'est-à-dire le jour de Kippour. Et ce traité parle dans sa quasi-totalité du rituel auquel devait procéder le grand prêtre, le Kohen Gadol, lorsque le temple existait. Un rituel qui est très compliqué, très complexe, extrêmement intéressant, mais qui est vraiment, qui ne concerne que la réalité qui est une réalité pré-exilique, c'est-à-dire lorsqu'il y avait le temple à Jérusalem. Et le dernier chapitre du traité de Yoma va parler du Yom Kippour que nous connaissons. Et à la page 85 de ce traité, il va y avoir une Mishnah qui est une Mishnah très longue. Et de cette Mishnah, Lévinas va tirer juste une phrase, 2 phrases. Et on va les voir maintenant en français et je vais les dire ensuite en hébreu. Les fautes de l'homme envers Dieu sont pardonnées par le jour du pardon. Les fautes de l'homme envers autrui ne lui sont pas pardonnées par le jour du pardon, à moins qu'au préalable, il n'ait apaisé autrui. En hébreu, c'est Averot sheben adam la makom, Yom HaKippurim mechaper, Averot sheben adam la chavero, En Yom HaKippurim mechaper, Ad sheyiratze et chavero. Comme dit, cet extrait est un extrait qui ne représente pas toute la Mishnah. Et ce texte-là paraît très intéressant. Avant de rentrer dans la Gemara, je voudrais rentrer dans le texte de Lévinas parce qu'on a perdu trop de temps aujourd'hui et donc je voudrais quand même qu'on commence à voir un petit peu ce que Lévinas dit. Ok? Est-ce que la Mishnah est claire pour tous? C'est-à-dire que la Mishnah suggère que les fautes que l'homme aurait fait pendant sa vie, pendant l'année, peu importe, et qui ont à voir avec sa relation verticale, c'est-à-dire la relation entre l'homme et Dieu, entre l'immanent et le transcendant, eh bien, ces fautes-là sont pardonnées par le fait que le jour de Yom Kippour apparaisse. C'est en tout cas ce qu'il nous semble lire. On va voir qu'il va y avoir un bémol à cela. Par contre, stipule la Mishnah, les fautes que l'homme aurait commises par rapport à son prochain, celles-ci ne sont pas pardonnées à moins d'avoir apaisé, c'est-à-dire à moins d'avoir obtenu le pardon de son prochain. Avant même de rentrer, vous voyez déjà, n'est-ce pas, combien la problématique dont j'ai parlé jusqu'à présent
ressort fortement. Cette problématique va être terrible. La problématique va être, est-ce qu'il peut y avoir un pardon céleste s'il n'y a pas eu de pardon terrestre? En tout cas, s'il n'y a pas eu une demande de pardon de l'homme par rapport à l'homme. Alors, on verra la suite, on verra la Gemara la prochaine fois, mais je voudrais commencer à voir le texte tel que Lévinas l'a écrit et elle a ensuite lu comme sa lecture talmudique. Le passage à commenter vous a été distribué. Il ne faut peut-être pas l'emporter. Il ne faut jamais séparer de leurs commentaires vivants les textes de la loi orale fixés par écrit. Quand la voix de l'exégète s'est tue, et qui oserait croire qu'elle résonne longtemps dans les oreilles des auditeurs, le texte retourne à son immobilité où il redevient énigmatique, étrange et parfois même d'un archaïsme saugrenu. Il est vrai que beaucoup d'entre mes auditeurs sont d'excellents commentateurs eux-mêmes. Ceux-là n'emporteront pas ma traduction dont ils connaissent l'original. C'est sur eux que je compte d'ailleurs pour m'aider dans une tâche où je ne m'évertue qu'en amateur. Ils s'apercevront vite d'ailleurs qu'en me présentant ainsi, je ne me livre pas à une manifestation de fausse modestie. Qu'on sache aussi que j'ai eu peu de temps pour préparer cet exposé, alors que les 45 minutes qui me sont réservées auraient précisément exigé une mise au point moins hâtive pour pouvoir contenir davantage. Ok. Je voudrais dire quelque chose à propos de cette introduction qui est toujours très intéressante pour quand on aborde un texte talmudique de Lévinas. Lévinas, en l'occurrence, nous dit qu'il y a quelque chose de fondamental dans l'aspect oral de la Torah orale. Il y a quelque chose qui doit rester de cette oralité. Et l'oralité veut nécessairement dire qu'elle ne vaut que dans le présent, qu'elle ne porte que maintenant. Parce qu'une fois que la voix du commentateur, ou comme Lévinas l'appelle, de l'exégète s'est tue, elle ne peut pas avoir la même résonance. Pourquoi? Parce que l'oralité, parce que la Torah orale, parce qu'on appelle chez nous la Torah Shebe'al Peh, est nécessairement la traduction d'une vérité qui doit pouvoir signifier dans des conditions qui se renouvellent sans cesse et par conséquent ne peuvent pas s'égaler l'une à l'autre. Le texte ne peut pas signifier aujourd'hui ce qu'il signifiait hier, ce qu'il signifiera demain. Parce que la réalité d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont trois réalités différentes. La grandeur de l'amalgame entre la Torah écrite, Torah Shebirtav, et la Torah orale, Torah Shebe'al Peh, réside précisément dans le fait que cette Torah se conjugue à deux temps. D'une part, dans son immobilité, c'est-à-dire de texte. Et vous savez que si il y a une lettre qui viendrait à manquer au texte de la Torah, eh bien, la Torah est inapte à la lecture rituelle.
Pas seulement une lettre, s'il y a une couronne, parce que 7 lettres de l'alphabet hébraïque ont sur elles des couronnes, s'il y a une couronne qui viendrait à manquer, le rouleau de la Torah est inapte à la lecture rituelle. Tant le souci de préserver la tradition dans ce qu'elle a été et dans ce qu'elle doit rester, tant ce souci est important. Mais simultanément, il doit également y avoir une autre voie. Simultanément, il doit y avoir une voie qui va être celle de l'oralité, celle de la capacité de prendre ce texte et de le faire parler dans une réalité qui est la nôtre aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebe'al Peh n'est pas encore une Torah qui va se figer, elle aussi, dans des textes. Certes, nous savons que la Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire ce qu'on appelle Torah Shebe'al Peh, va se fixer. Il va y avoir une fixation par Rabbi Yehuda Hanassi de la Mishnah au IIe siècle. Il va y avoir une fixation des polémiques, des discussions, des délibérations que cette Mishnah aura soulevé en terre d'Israël à la fin du IVe siècle. C'est ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem. Il va y avoir une fixation de ce texte dans un premier temps, des discussions, des délibérations que la Mishnah aura suscité dans les académies de Babylonie. Elles vont se fixer à la fin du VIe siècle par 2 docteurs, Ravina et Rav Ashi. Mais nous savons aujourd'hui que même ça ne sera pas le point final, que pendant encore une période d'environ 200 ans, il va y avoir ce qu'on appelle les Savoraïm qui vont continuer à travailler ce texte et à le réélaborer, permettez-moi cette expression, à le fignoler, c'est-à-dire à rajouter certaines parties, en soustraire d'autres. Mais à un certain moment, le texte va être fixé. Alors, y aurait-il une Torah Shebirtav de la Torah Shebe'al Peh, c'est-à-dire une Torah écrite de la Torah orale? Oui et non. Oui, formellement, parce que nous avons un texte. Chacun de vous qui a chez lui à la maison un Talmud sait bien que c'est le texte, c'est le même texte que nous avons tous chez nous à la maison. Mais la portée de ce texte, mais la signification de ce texte, mais la traduction de ce texte ne saurait être la même pour tout un chacun, que ce soit sur le plan historique, que sur le plan géographique, que sur le plan culturel, que sur le plan conjoncturel, quelles que soient les conjonctures dont on parle. La grandeur de ce texte va être de nous permettre de voir à travers cette traduction un éclairage par rapport à la réalité qui est nôtre aujourd'hui et qui est différente de celle qu'on avait hier et de celle qu'on aura demain. Et qui va être différente sur tous les plans, y compris sur le plan non seulement des valeurs, mais sur le plan normatif, c'est-à-dire sur le plan halachique. C'est pour ça que vous n'avez jamais 2 rabbins qui sont d'accord un avec l'autre. Et au-delà de la blague que ça suscite chez tout le monde, il y a quelque chose de très profond là-dedans. Chaque psak halakha est un psak halakha qui est toujours valable ad hoc. Il vaut pour ici et maintenant. Alors certes, il lui également va être écrit, lui également va faire partie d'un livre immuable. Mais c'est ainsi qu'il faut le concevoir.
Lévinas, je crois, commence dès le départ, et j'avais une fois dit, et je le répète, que Lévinas a ceci de particulier, c'est qu'il n'y a pas chez lui de préalable, il n'y a pas de... il y a une blague en yiddish qui dit « Avant que je commence à parler, je voudrais dire quelques mots ». Vous connaissez ce truc des orateurs. Chez Lévinas, il n'y a pas ce blablabla du début. Il ne rentre pas comme ça dans le texte. Lévinas rentre d'emblée, de manière très profonde, sérieuse. Et il me semble qu'en l'occurrence, il va poser les jalons. Parce que Lévinas va dire, cette manière qui est nôtre, aujourd'hui, en 63, de réfléchir à cette problématique, elle fait écho à une réalité que nous avons vécue, qui est la nôtre, et donc qui ne saurait se canoniser. Elle saurait tout au plus donner des éléments de réflexion à partir de là. Mais il ne s'agit jamais de la canoniser. Lévinas, dans un deuxième temps, va dire combien ce travail d'exégèse est un travail risqué, combien il faudrait avoir une maîtrise beaucoup plus grande que la sienne des textes, de manière générale, du Talmud, de manière plus particulière, pour parler. Lévinas dit ici explicitement, rassurez-vous, ce n'est pas de la fausse modestie. Pendant des années, je pensais, moi, que c'était quand même de la fausse modestie. Et je crois que je me suis trompé. Je pense que Lévinas, ayant connu Shoushani, ayant connu, c'est-à-dire un maître qui maîtrisait l'ensemble du Talmud, non seulement l'ensemble du Talmud, mais l'ensemble du Talmud et l'ensemble de la culture en général. La culture juive, c'est-à-dire la littérature rabbinique à travers les générations, mais également la culture générale, qui avait lu ce qu'il faut lire, qui avait lu tous les grands classiques, de Dante à Virginia Woolf, et qui maîtrisait tout ça. Lui pouvait véritablement dire ce que le Talmud pense d'eux. Lévinas a conscience qu'il n'a pas une maîtrise qui ressemble, fût-ce de loin, à cela. Et il en est frustré. Et c'est ça qu'il dit. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y en a pas, alors on va continuer. Je reprends donc le texte. Autre remarque, les lignes que vous lisez concernent le pardon. Mais ce n'est que l'un des innombrables textes consacrés par le Talmud à ce sujet. Ils ne font donc pas croire, après m'avoir entendu, que désormais les intellectuels juifs de France savent ce que le judaïsme pense du pardon. C'est là le danger des explications des textes talmudiques qui restent sporadiques comme la nôtre, le danger d'une bonne conscience prématurée. La voilà abreuvée aux sources mêmes de la pensée juive. Là également, je vais dire quelques mots. C'est quelque chose qu'on rencontrait très souvent, n'est-ce pas? Souvent, mes étudiants, plus jeunes que vous, me disent, mais le judaïsme dit que Ayahadut omeret she. Et je leur dis toujours, de quel judaïsme vous parlez? Vous parlez du judaïsme de Maïmonide ou celui de Yehuda Halevi? Vous parlez du judaïsme du Maharal ou alors de
du judaïsme de ses opposants. Vous parlez du judaïsme des chassidim ou alors des mitnagdim? Vous parlez du judaïsme de Hirsch ou du rabbin Kook? Ce sont des judaïsmes qui sont souvent diamétralement opposés, sans parler des oppositions qu'il y a au sein de chacun d'eux. La chassidoute de Kotsk n'est pas la chassidoute de Braslav. La chassidoute de Lubavitch n'est pas la chassidoute de Ishbitsa. Il n'y a, je dirais, en commun que l'appréciation d'un bon schnapps et le nom de chassidoute. Mais quand on vient aux perspectives profondes, on est à 1000 lieues l'un de l'autre. Alors de quoi s'agit-il? Lévinas va dire ici, ce que nous allons dire n'est qu'une perspective. Elle doit être entendue comme telle. Il y a d'autres textes dans le Talmud. Nous ne pourrons pas les voir. Mais rappelons-nous, nous avons une seule perspective. Soyons donc modestes dans ce que nous pourrons en dire une fois que nous aurons cerné ce texte. Je sais qu'il est tard et je voudrais néanmoins voir la troisième et dernière partie de cette introduction pour nous permettre la fois prochaine de rentrer dans le vif du texte. Alors, pardonnez-moi, mais on va prendre encore 2-3 minutes. Enfin, dernière précaution oratoire, je me demande avec inquiétude si le président de l'Alliance israélite universelle qui vous reçoit ici, monsieur l'ingénieur général Kahn, ne va pas être choqué par le retour qui s'annonce maintenant à ce qu'il appelait tout à l'heure le plan abstrait et conceptuel. Qu'il se rassure. Nous ne nous dirigeons certes pas vers un terrain qui serait pratique et concret d'une façon immédiate, mais il suffit de parcourir le texte qui est devant vous pour se rendre compte que nous ne nous trouvons pas aux prises avec de vides abstractions. Le texte est d'un style assez original. Comment allons-nous le lire? Ok. Lévinas, en l'occurrence, va dire, il s'adresse à des intellectuels français et des intellectuels juifs français. Il y a une tradition intellectuelle juive française et elle s'appelle une tradition très noble. Je sais qu'elle n'a pas bonne presse, mais je pense qu'il faut essayer d'y repenser sérieusement. Et cette tradition s'appelle l'israélitisme. Et l'israélitisme qui a eu ses heures de gloire à la fin du 19e et au début du 20e siècle, a essayé de s'écarter d'un attachement trop rigoureux je dirais, à la lecture du judaïsme comme praxis, à la lecture exclusive du judaïsme comme praxis. Et il s'est un petit peu distancé de ce qu'il appelle ici le plan abstrait et conceptuel, c'est-à-dire les idées. C'est-à-dire, je m'excuse, il s'est éloigné un petit peu du praxis pour s'approcher plus de l'abstrait, du conceptuel. Alors Lévinas va dire, est-ce que nous revenons maintenant sur l'abstrait et le conceptuel? Et Lévinas va dire, il me semble que non. Il me semble qu'il y a ici, dans ce texte-là, un va-et-vient important qui va passer de l'abstrait, du conceptuel aux pratiques. Et on verra à la fin de ce texte
combien il va être pratique. Nous devons arrêter ici. Donc, on va arrêter, mais c'est les trois, si vous voulez, c'est les trois introductions générales. La fois prochaine, nous commencerons par le texte dans lequel Lévinas va se poser la question, lorsqu'on parle de Dieu, de qui s'agit-il? C'est-à-dire, on nous dit que les fautes faites envers Dieu sont pardonnées par le jour de Kippour. Mais de qui s'agit-il? C'est peut-être ça qui fait que Lévinas est tellement intéressant. C'est qu'il ose poser les questions qu'en général, dans une traduction, dans une lecture plus traditionnelle, on se refuse à poser. C'est ça en tout cas qui le rend à mes yeux si passionnant. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des questions? Comme je dis toujours, c'est ou très bon signe ou très mauvais signe. Alors, j'espère qu'on est dans la première option. Ouais, tu fixes quelqu'un, il faut fixer Justement, quelqu'un. justement. Nous avons une tradition selon laquelle à chaque fois, il y a un des participants qui, pendant 5-10 minutes, on va essayer de rester dans cette zone-là, nous raconte un petit peu qui elle ou il est. Et je me permets de demander, puisqu'il n'y a pas eu une longue interruption depuis la dernière fois, je me permets de demander à Françoise si tu es d'accord de… C'est bon, Françoise? Non, mais tu es sur mute, on n'entend pas. C'est bon? Ok. C'est bon, merci beaucoup. Ok, alors très bonne semaine à tous et on se revoit mardi prochain, j'espère, sans problème technique, je m'en excuse encore, et j'espère que j'arriverai à downloader l'enregistrement d'aujourd'hui et de vous l'envoyer sur YouTube. Très bonne soirée, bonne semaine à tous. Merci. Merci, Bye bye. bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Marguerite, bonsoir.